Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal d'ATG. Ce soir, notre invité du journal, Olivier Faron, administrateur général du CNAM. Vendredi dernier a eu lieu à la cité administrative régionale une signature de la convention pluriannuelle d'objectifs entre le Conseil régional et le CNAM. On en parle dans quelques instants avec notre invité du journal, Olivier Faron. A tout de suite. Un pas de plus dans la coopération entre le Suriname et la Guyane dans la lutte contre la pêche illégale. Ce matin, les autorités françaises et surinamaises se sont réunies pour la 4e fois. L'objectif, dresser le bilan des actions en 2014 et déterminer le plan de coopération entre les forces armées guyanaises et les gardes-côtes surinamaises. Nous sommes d'accord sur les constats avec les Surinamais et sur les forces à mettre en œuvre. Concrètement, c'est l'achat de 3 navires supplémentaires par les Surinamais. C'est 6 patrouilles communes annuelles Suriname-France. C'est une formation dispensée par la Marine nationale au Surinamais à Paramaribo. Et c'est aussi des procédures d'échange pour le retrait de licences de pêcheurs surinamais ou la destruction de navires ici de pêche surinamais si les licences sont fausses. Après un bilan positif en 2014 dans la lutte contre la pêche illégale pour la Guyane, la coopération entre les deux pays permettrait de quadriller la frontière guyano-surinamaise et ainsi faire tomber au plus bas l'activité illégale. C'est un processus qui a déjà commencé depuis 2 ans. On a déjà 3 patrouilleurs qui sont en train de garder les côtes et on est en train d'équiper tous les bateaux de système VHS pour pouvoir les suivre et les monitorer. Dès que des bateaux sont considérés comme illégaux dans les pêches, dans les eaux territoriales françaises, premièrement la licence est retirée immédiatement pour ces bateaux. Un des projets phares c'est les patrouilles communes faites avec les gardes-côtes surinamais et l'armée, enfin la marine donc, française, pour patrouiller ensemble sur les eaux, sur la frontière des eaux territoriales. Des mesures pourtant qui sont loin de rassurer le président du syndicat des pêcheurs et armateurs de la pêche artisanale de la Guyane. Pour lui, seule la protection de la frontière Guyana-Suriname serait concernée par les patrouilles, puisque 50% des bateaux arrêtés en situation irrégulière sur les eaux surinamaises sont du Guyana. Ces bateaux serviront plutôt à surveiller la frontière surinamienne-Guyana au lieu de la frontière guyano-surinamienne. Okay, même avec un seul bateau, on se met juste au bout du Saint-Laurent, on peut la tenir. Non, les bateaux qu'ils vont commander, qu'ils vont acheter encore à la France, au lieu que la France achète des bateaux, nous donne des bateaux pour surveiller, ils en vendent au Suriname, ils vont surveiller leur frontière, pas la nôtre. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à faire de nous. Ils ont plus de poissons. Bilan pour les années à venir, 2 patrouilleurs, un bateau tire-filet et un réseau entièrement couvert par surveillance radar sont attendus d'ici 2018. Le 19 février dernier, l'avenue Pasteur était totalement inondée. Pour éviter que le même scénario se reproduise, les travaux d'enrochement ont débuté lundi, avec quelques perturbations ces derniers jours à cause des transporteurs en colère. Les pelleteuses mettent en place les roches en prévision de la marée du siècle prévue le 21 mars. Nous mettons en place tout un dispositif avec près de 9000 tonnes d'enrochement, 8800 pour être à peu près précis, et sur toute la longueur du lance. Et nous espérons, avec cet enrochement en tout cas, pouvoir prévenir les habitations et les personnes qui habitent à côté. La mairie de Cayenne a pris d'autres mesures de prévention. Elle a lancé une opération de recensement dans les zones concernées par l'érosion. Il consiste aussi à savoir s'il y a des personnes qui sont en situation difficile, je veux dire, et puis avoir des personnes qui sont alitées à domicile, qui sont handicapées, etc. Plein d'éléments que nos services doivent prendre en compte pour pouvoir, si vous voulez, prioriser en cas de pépin, pour pouvoir mieux prévenir, les mettre à l'abri. Les riverains de Chaton s'inquiètent de cette grande marée car la précédente avait fait quelques dégâts. Demain soir, ils sont invités à Lens-Chaton à rencontrer le maire et les services de l'État pour être informés des mesures d'urgence et de prévention qui sont envisagées. On ira, on écoutera ce que dira le maire et puis quelles sont les aides qu'elle peut nous apporter. Au moins nous protéger par des rochers, des trucs comme ça, je ne sais pas moi. Qu'elle fasse au moins quelque chose parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Il ne faut pas attendre que y a une grande catastrophe et puis après pour chercher loger les gens. Parce que là c'est inquiétant et on ne dort pas et tout. Des réunions sont également prévues avec les habitants de Cayenne, de la rue Schelcher, de la rue Charlerie et du quartier Zéphyr. À Chaton, certains ont pris les devants en fabriquant des enrochements de fortune pour retenir les fortes houles.
la droite, s'il vous plaît, et on respecte le stop. Les stops. Stop, c'est parti. Et c'est parti pour une journée de prévention des risques routiers. Ce matin, 200 élèves du collège Auguste Dédé ont pu participer à divers ateliers de sensibilisation aux dangers de la route. Des ateliers spécialement adaptés pour les classes de 3e en âge de conduire des cyclomoteurs ou même en conduite accompagnée. Les élèves ont pu par exemple tester des lunettes un peu particulières. Ce sont les lunettes concernant l'alcoolémie qui leur permettent de voir effectivement qu'à partir d'un certain taux d'alcool dans le sang, l'organisme ne réagit pas de la même manière. Et puis le simul-scooter, ça leur permet de prendre en main un scooter, c'est une simulation, et donc de voir aussi les différents panneaux et les différents dangers qui puissent exister sur la route. À Auguste Dédé, une grande majorité des élèves vient au collège à pied ou à vélo. Sécuriser leur déplacement est important. De nombreux organismes comme la police, la gendarmerie ou encore les pompiers étaient présents pour les informer des dangers potentiels. Nous essayons de leur apporter des éléments leur permettant de mieux appréhender les accidents de circulation et les accidents qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils sont sur le trajet de l'école par exemple. Nous insistons aussi sur les mesures de sécurité, le port du casque, le respect des règles de circulation. Une journée qui a séduit les adolescents. Ils semblent avoir retenu les règles de sécurité routière. Les conséquences sur l'alcool, sur la route, les dangers qu'on peut avoir après avoir bu. Quand on boit, quand tu rentres chez toi, tu vois rien, tu as ta tête qui tourne, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Il faut faire vraiment attention sur la route, qu'il y a des morts inutilement qui meurent sur la route à cause de l'alcool, des petites choses de tous les jours et puis il faut prendre des précautions avant de rouler. Ces ateliers ont été à la fois ludiques et pédagogiques, d'autant plus que ces élèves devront passer dans quelques mois leur attestation de sécurité routière. Dans ce quartier de Matoury, les carcasses de voitures ne manquent pas. C'est une situation dérangeante pour les habitants. Ils ne trouvent pas d'emplacement pour stationner leurs véhicules, les places sont occupées par des épaves. Ces véhicules dont personne ne s'occupe restent à la vue de tous. Lorsque l'on cherche à savoir qui est apte à les enlever, les autorités se renvoient la balle. C'est quelque chose de très très ennuyant parce que quand on arrive effectivement à une certaine heure, une certaine période, on n'a pas du tout la possibilité de se garer maintenant. Et ces voitures-là, moi j'avais déjà fait à plusieurs reprises un signalement pour essayer de les faire bouger un petit peu. Et à première vue, on joue un petit peu au ping-pong parce que personne ne prend ses responsabilités. Donc je suis allé voir la police municipale pour la Renault 5, ça fait déjà plus de 3 ans qu'elle est là. C'était avec le service HLM, c'était un problème aussi. Après la Seine-Saint-Marin a pris la relève, donc j'ai dit peut-être qu'il y a une chance que ça fonctionne un petit peu mieux. Et à première vue, ça ne marche pas du tout. L'enlèvement des véhicules abandonnés sur un stationnement public est de la compétence communale. Mais les mairies peuvent aussi avoir le soutien des agglomérations. L'agglo va intervenir à partir du moment, puisque c'est une compétence communale d'abord, on va donner à ce propriétaire un délai de 5 jours pour pouvoir enlever son véhicule. Au-delà de ce délai, nous allons verbaliser et faire enlever ce véhicule aux frais de l'usager. Le deuxième cas que vous posez, c'est on n'a pas identifié le véhicule. Alors, on n'a pas identifié le véhicule, soit la commune, si elle en a les moyens, elle fait enlever ce véhicule à sa charge, mais la plupart du temps, c'est surtout la communauté d'agglo qui vient en aide à ces communes de son territoire. Bien que cela semble être une nécessité pour préserver le cadre de vie des riverains et les prémunir d'éventuels risques de pollution, faute de moyens, les mairies tardent à réagir. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Olivier Faron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur général du CNAM. Vendredi dernier a eu lieu à la cité administrative régionale une signature de la convention pluriannuelle objectif entre le conseil régional et le CNAM. Juste avant de parler de ces signatures qui sont très très importantes, c'est pour ça que vous êtes venu, dites-nous en 2 mots ce qu'est le CNAM. Le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. C'est le principal établissement public de formation professionnelle des adultes tout au long de la vie. En clair, ça accompagne à la fois les salariés et les demandeurs d'emploi vers une promotion sociale, vers une promotion par le travail et la réussite professionnelle. Quel est votre rôle, au-delà même
de justement ces formations dans le tissu économique guyanais? Je crois qu'aujourd'hui, le CNAM qui existe en Guyane depuis à peu près une trentaine d'années va retrouver une nouvelle vigueur avec ce que la région a décidé de créer, c'est-à-dire l'OPRF dont on a signé la convention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à côté de la région, grâce à la région, avec la région, nous allons pouvoir développer un nouveau modèle de formation professionnelle qui va se déployer, et c'est le rôle de l'OPRF, tout au long du parcours de formation, avant le bac, après le bac, jusqu'à des diplômes d'ingénieur, enfin tout ce que nous allons pouvoir créer. Et à terme, bien sûr, on sait aujourd'hui que la formation professionnelle, c'est probablement le meilleur levier de développement économique. Donc nous souhaitons être à l'écoute des besoins des territoires pour accompagner le développement économique du territoire. Et quand on parle effectivement d'évolution, on parle automatiquement de formation. En Guyane, il y a un fort besoin de formation. Signature, convention entre l'OPRF et le CNAM, avec l'Université de Guyane également, on y reviendra. L'OPRF, alors redites-nous un petit peu cette signature, pourquoi elle est aussi importante? Parce qu'en créant ce nouvel instrument, ce nouvel outil, je crois qu'il y a une espèce de dimension pionnière à ce qui se passe en Guyane. Avec cet office, avec ce nouvel instrument de la politique publique, ça veut dire que d'abord, la formation professionnelle est marquée comme un levier de l'action publique, de l'action dans le territoire, comme elle est aussi, aujourd'hui, elle va être un signal très clair pour les auditeurs, pour tous ceux qui vont venir suivre des formations. Et je crois qu'en mettant au cœur de sa politique ce nouvel outil, eh bien, c'est une très bonne réponse. Nous, le CNAM, on est présent sur tout le territoire national. Ouais. Mais souvent, les réponses institutionnelles que nous avons ne correspondent pas à ce que nous savons faire. Ici, nous savons, grâce notamment à tout le travail de la directrice Frédéric Raconte, toute son équipe, à cette mobilisation qui est derrière nos activités, eh bien que nous sommes inscrits dans la durée. Donc la notoriété que nous avons acquise depuis 30 ans, aujourd'hui, elle va être un facteur de levier de développement. Elle va parler à nos concitoyens guyanais qui vont retrouver un message clair pour leur réussite personnel, professionnel et donc collectif du territoire. La signature avec l'Université de Guyane, racontez-nous également. C'était très important que nous ayons ce bloc de signatures, et je dirais ce bloc au même moment de différentes signatures. Signature avec la région, signature pour l'OPRF, signature pour l'université. Le CNAM est un grand établissement public de formation, donc il a à travailler avec tous les acteurs de la formation publique, que ce soit l'université en tant que telle, tous les autres établissements qui font de la formation qui va vers les adultes notamment. Donc c'était très important. Alors à la clé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une vraie stratégie concertée. L'université ne peut pas tout faire sur le territoire, le CNAM ne peut pas tout faire, mais si on travaille en synergie, en gagnant-gagnant, nous allons créer ce qui est la bonne offre de formation. Donc c'était très important que toutes les signatures aient lieu au même moment. Quand on parle de formation, ça intéresse tout le département. Pour que les choses soient claires pour nos téléspectateurs ce soir, donnez-nous un exemple justement. Ok, signature avec l'OPRF, signature avec l'Université de Guyane. Un exemple pour que ça soit clair pour les téléspectateurs. Un exemple qui me tient à cœur. Prenez un petit artisan, prenez un agriculteur, un pêcheur, qui n'a pas eu, parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir la bonne formation au début de sa vie, au début de sa carrière. Prenez cet acteur qui est un acteur qui joue un rôle fondamental dans le développement du territoire. Et puis vous lui dites, bon, ça fait 10-15 ans qu'il travaille, mais en même temps, il faudrait qu'il devienne le petit entrepreneur qu'il mérite d'être et qui sera aussi celui qui va embaucher, qui va avoir d'autres collaborateurs. Le CNAM, à travers l'OPRF, va lui amener une compétence en ressources humaines, une compétence en gestion des entreprises, une qualification pour les ressources financières et valider tout ce qu'il a fait avant et lui permettre, notamment via un titre de petit entrepreneur, d'être l'entrepreneur qu'il mérite d'être. Ça, je crois que c'est assez parlant. Si on va au contraire, donc ça c'était au début, si on va en fin de cycle, eh bien s'il y a quelqu'un qui est passé par l'IUT, mais qui a envie de devenir ingénieur, qui a envie de faire un master, qui a envie de progresser dans sa carrière, qui a cette ambition qui est une ambition noble, eh bien nous lui permettrons de progresser. La Guyane est en retard quand on parle de formation. Vous qui avez fait le tour, vous qui connaissez les régions, il y a du retard en Guyane? Je ne crois pas qu'on puisse parler de retard. Il y a une vraie notoriété, je l'ai dit, pour les activités du CNAM. L'université va s'émanciper, va s'autonomiser. Il y a une formidable envie de progresser. Il y a une région qui, quand même, soutient fortement la formation. Je ne parlerai pas de retard.
Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait une définition d'un projet, il faut qu'il y ait cette idée que la formation, c'est un bien commun, c'est un bien public commun, donc nous sommes un établissement public. Donc je crois que toutes les conditions sont réunies pour un formidable succès, et je suis très heureux d'être présent ici même pour essayer de jouer notre rôle, qui sera un rôle modeste, mais d'être un acteur qui sera ancré dans le territoire. Moi, je voudrais insister aussi sur l'idée qu'il y a d'autres sociétés de formation, d'autres institutions qui viennent et qui passent et qui captent les élites pour les envoyer loin de la Guyane. Nous considérons que nous avons à faire progresser un territoire et à nous inscrire dans la durée. C'est très important. C'est pour ça que la Guyane a de formidables opportunités, et je crois que, en tout cas d'un point de vue institutionnel et pour ces sujets-là, la Guyane est plutôt en avance par rapport à d'autres territoires que j'ai visités. Ça y est, les cours du soir commencent, pas que le soir d'ailleurs. Non, mais pas que le soir. Ça parle notamment aux adultes aussi. Oui, parce que vous avez les cours du soir, et il faut souligner le courage de nos concitoyens qui travaillent toute la journée, qui viennent le soir, qui font du présentiel. J'ai rencontré les équipes de l'OPRF qui me disaient qu'ils restent entre eux, ils discutent entre eux. Et puis, il y a aussi des formations à distance, des formations par le numérique. Donc, il y a toute une gamme. Il faut travailler sur une gamme. Il y a la validation des acquis de l'expérience. Donc, il y a cette envie de réussir qui est très forte. Donc, on disait, pas que le soir, mais toute la journée. Mais les cours du soir sont importants. Ça représente quoi, les cours du soir, en pourcentage et ça s'adresse à qui, notamment? Sur l'activité que nous avons ici même, c'est un peu plus du tiers des inscrits ici, puisqu'il y a aussi des formations ouvertes à distance. Mais je dirais que c'est le cœur de ce que nous faisons. C'est-à-dire ce sont vraiment ces actifs qui travaillent pendant la journée, qui viennent le soir, qui ont envie de progresser, qui ont envie de monter en compétences, et qui créent un groupe qui est formidable, parce que nous avons un public formidable qui se réunit autour de cette volonté, qui échange, qui partage avec les enseignants. Donc il y a cette idée d'un projet vraiment partagé. En général, si on veut une formation, on s'adresse à qui? Alors on va quoi? On va à l'université, on va au CNAM. Le CNAM vous donne toutes ces informations-là. Il y a un site, j'imagine. Alors, il y a évidemment le rôle de l'université, notamment pour la formation dite initiale. Tout à fait. Mais aujourd'hui, l'idée d'avoir cet OPRF aussi fort, aussi clair dans tout le jeu des acteurs, ça veut dire qu'il y a un formidable outil de lisibilité. Il y a une interface, il y a quelque chose qui va parler aux concitoyens, qui va parler à tout le monde. Donc on sait qu'il faut aller vers l'OPRF, et l'OPRF va faire un travail d'accompagnement, va définir le bon parcours, va écouter, va accueillir. Il y a toute cette fonction qui est de prise en charge de l'auditeur. Et l'OPRF sera la bonne réponse. Et je peux vous jurer que j'ai vu beaucoup d'endroits dans le monde, sincèrement, et dans le territoire national, l'OPRF est un acteur unique qui va jouer un rôle unique. Très bien, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Olivier Faron, je vous rappelle, administrateur général du CNAM. Vous pouvez aller sur Internet pour avoir plus d'informations sur l'OPRF, notamment, je rappelle, vendredi dernier a eu lieu à la cité administrative régionale une signature de la convention pluriannuelle d'objectifs entre le conseil régional et le CNAM. Signature importante donc, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci à vous. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour donner rendez-vous demain à la même heure. Sans plus tarder, voici le journal national et international de TF1, juste après Dom Laquezotte. Passez une excellente soirée. À demain.